Bonjour à tous, je m'appelle Jesua. Aujourd'hui, on va continuer notre étude des groupes abéliens finis. Donc, dans la vidéo précédente, on avait vu un théorème de classification. Vraiment, c'est la première version du théorème. Aujourd'hui, on va voir la deuxième version. Si vous n'avez pas vu la première version, donc je vous conseille d'arrêter cette vidéo, et aller la voir. Pour ceux qui ont connaissent déjà le théorème, la première partie, donc restez avec moi. On va commencer par énoncer le théorème. Donc, le théorème de classification des groupes abéliens finis, sa deuxième version, dit la chose suivante. Si on a G, un groupe qui est abélien bien sûr infini, alors on peut toujours trouver des sentiers qu'on appelle D1, D2, DR, qui sont uniques et qui vérifient deux choses. La première, c'est que D1 divise D2, D2 divise D3, et ainsi de suite. Donc, on peut dire que DI divise DI plus 1 pour I entre 1 et R-1, donc c'est pas trop important, mais l'idée c'est clair. Et la deuxième chose, c'est que G va être isomorphe à un produit des groupes cycliques de cardinaux D1, D2, DR. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. Donc on a un isomorphisme entre G et un groupe. Ici, on a les sentiers modulo D1, sentiers modulo D2, et comme ça jusqu'à le sentier modulo DR. On voit clairement que cette version du théorème, c'est différent à la première version. Parce que dans la première version, on avait que le cardinal des groupes cycliques était puissance d'un nombre premier. Mais dans ces cas, le théorème ne nous dit pas ça. Donc, les nombres D1, D2, DR ne sont pas forcément puissance d'un premier. Ça, voilà une différence. Et déjà le fait que D1 divise D2, donc il se divise, le plus on avance, le précédent divise le prochain. Et il y a un nom pour ce nombre. Donc le nombre D1, D2, DR, c'est ce qu'on appelle, ce sentiers, on les appelle facteurs invariants du groupe G. Donc ça, c'est standard, en français au moins, je ne sais pas comment on le dit en anglais. Et voilà, donc ça c'est l'énoncé du théorème. On peut déjà passer à un exemple. Dans l'exemple 1, on nous dit de calculer quels sont les facteurs invariants de ce groupe-ci. Donc le groupe G, c'est un produit de trois groupes, sentier modèle 18, 14 et 12. Pour calculer les facteurs invariants, donc la première chose qu'on fait, c'est trouver la décomposition de G en diviseurs élémentaires. Ça, on sait déjà comment le faire, ça on l'a fait dans la vidéo précédente, donc on va le faire encore une fois ici. Pour cela, on va utiliser le théorème du reste chinois. Si vous ne connaissez pas le théorème, je vais laisser un lien dans la description. Donc, je vous conseille d'aller le voir, c'est assez simple à énoncer, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, on va juste l'utiliser. Donc, ici, on a quoi? On a, pour commencer, le sentier modulo 18. 18, c'est 9 fois 2, donc 3 au carré fois 2. Et 9 et 2 sont premiers entre eux. Donc, on peut écrire, au lieu de Z quotienté par 18, ce groupe va être isomorphe à Z quotienté par 9 en produit avec Z quotienté par 2. Donc, voilà. Bon, si vous savez remarquer, je ne sais pas, mais au lieu d'écrire Z, D1, Z, pour le faire plus simple et plus rapide, normalement, je n'écris pas le Z en bas. C'est peut-être pas correct, mais bon, c'est redondant. Pour le suivant, 14. 14, c'est 7 fois 2, donc on fait pareil. Donc, 7 fois 2, 7 et 2 sont premiers entre eux, donc 14, on l'écrit comme Z fois 2. On a deux groupes. Et le dernier, c'est 12, c'est 2 au carré fois 3, 4 fois 3. Et 4 et 3 sont premiers entre eux. Donc, ceci se décompose en un produit de
Z quotienté par 4 Z et Z quotienté par 3 Z. Voilà. Donc, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, on a déjà décomposé le groupe G dans ses diviseurs élémentaires. Et maintenant, bon, ici, tout ce que j'ai fait, c'est je le fais réécrire, je le fais réorner un peu. Et au lieu de 4, j'ai écrit 2 au carré. Et au lieu de 9, j'ai écrit 3 au carré. Mais je présente ici ces facteurs en ordre croissant. Donc, les premiers sont en ordre croissant. On a 2 ici, 2 au carré, 3 au carré et 7. Maintenant, pour trouver quels sont les facteurs invariants, on utilise cette décomposition. Donc, si jamais on vous demande de trouver les facteurs invariants, la première chose à faire, c'est de trouver quels sont les diviseurs élémentaires. On l'a fait ici. Et une fois que vous avez fait ça, le boulot est presque fini. Tout ce que vous faites, c'est, vous voyez la liste d'entiers qui apparaissent dans les diviseurs élémentaires, et vous les écrivez en ordre décroissant. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ici, on a les 2. On prend les 2, les plus petits, de tous les premiers qui apparaissent, et on écrit les puissances. Bon, je vais le faire en colonne, si vous voulez, vous le faites en ligne, c'est absolument pareil. 2 au carré, c'est lui, si je l'efface et je le refais à nouveau. On écrit les entiers. 2 au carré, c'est le plus grand, on l'écrit en premier. Après, on a 2, on l'écrit, et on a 2 qui se répètent. Donc, si ça se répète, on écrit autant de fois que ça se répète. Après, dans la deuxième colonne, on va écrire 3 au carré, dans le 3 est la puissance la plus haute, et après, on a le 3 qui suit. Donc, on voit que dans chaque colonne, on a les puissances des entiers, mais en ordre décroissant. Et dans la dernière colonne, on a 7 tout seul. Voilà. Et après, ce qu'on fait, c'est on multiplie. On multiplie, on prend les puissances les plus hautes et on les multiplie. Dans ces cas, c'est 2 au carré fois 3 au carré fois 7. Ça, donc c'est 7 fois 9, 63 fois 4. Ça, c'est 252. Et après, on fait la même chose dans la deuxième ligne. On a 2 fois 3, ça fait 6. Et voilà. Après, on a 2 tout seul. Les pauvres, on les laisse comme ça, 2. Et on a trouvé les facteurs invariants. Quels sont les facteurs invariants? Bon, les facteurs invariants sont 2, 6 et 252. Voilà. Et en plus, le groupe G va être isomorphe à quoi? Ça va être Z quotienté par 2Z. Et on produit avec Z quotienté par 6Z, on produit avec le dernier. Z quotienté par 252Z. Donc on divise juste les nombres de facteurs invariants qu'on a trouvés ici. Et voilà, et on voit bien clairement que ces facteurs invariants vérifient la condition du théorème. On a quoi? On a que 2 divise bien 6 et 6 divise bien 252. Donc voilà, on a bien trouvé la décomposition de G dont on produit des facteurs invariants. Et juste pour notation, les entiers qu'on a trouvés ici, les diviseurs élémentaires, c'est ce qu'on appelle le type de G. Donc le type de G, c'est juste la liste de tous les diviseurs élémentaires. Donc ici on a 2, 2, 2 au carré, 3, 3 au carré et finalement 7. Donc cette liste, c'est ce qu'on appelle le type de G. Et on peut utiliser le type d'un groupe pour dire si, pour décider si deux groupes différents sont ou pas isomorphes. Et c'est exactement ce qu'on fait
dans l'exemple 2. Donc, on demande si les groupes, bon, les groupes G qu'on a ici, c'est le même, c'est les groupes de l'exemple 1, et ces groupes H, 7 quotienté par 36Z multiplié par 7 quotienté par 84Z, s'ils sont isomorphes. Donc, peut-être on pourrait se dire que oui, parce que les deux, si on fait la multiplication, 12 fois 14 fois 18, ça fait, si je ne me trompe pas, 3024. Je l'avais noté quelque part. Bon, 10 ans. Ça fait 3024. Et H, donc le cardinal de G, c'est 3024. Et le cardinal de H, c'est 36 fois 84. Ça fait encore 3024. Donc, ils sont le même cardinal. Mais est-ce qu'ils sont isomorphes? Bon, on ne sait pas. Comment on peut décider ça? Facile. On trouve pour chacun leur type. Donc déjà, le type de G, on l'a trouvé. Le type de G, il est donné ici. Et le type de H, bon, je ne veux pas les faire, mais la réponse à cette question, est-ce que H et G sont isomorphes? La réponse est non. C'est non. Pourquoi? Car le type de H est, bon, je fais le calcul déjà, est 2 au carré, répété 2 fois. Après, il y a 3 au carré, et donc voilà. Et ça, c'est bon, le calcul du type de H, c'est un exo que je vous laisse. Et voilà. Donc, on voit bien clairement que les types sont différents. Les types de G, il y a, le début c'est 2, 2. Il y a 2 qui se répètent 2 fois. Pendant que pour H, on a 2 au carré et 2 au carré. On voit bien clairement que les types sont pas les mêmes. Donc, les groupes G et H, on peut dire qu'ils ne sont pas isomorphes. On voit bien clairement la puissance de ce théorème. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans la première vidéo et dans cette vidéo? On a utilisé les deux versions du théorème de classification et on a vu que ce théorème nous aide à faire deux choses. Déjà, la première, à calculer tous les groupes qui sont abéliens et finis d'un certain cardinal. Et après, on peut décider quand deux groupes sont ou pas isomorphes. Donc, on a un bon théorème. Ce théorème, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, il est assez puissant. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va étudier quelques conséquences de ce théorème et peut-être un exercice ou deux. On verra. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Et bon, au revoir.